Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Mood. Le soleil se couche à Bali et il est l'heure de faire le bilan de ces 4 mois qui ont été extrêmement transformateurs. Je vous raconte tout dans cet épisode. On va faire le bilan de ce séjour à Bali. Déjà, on va parler de tous les rituels de guérison que j'ai fait. Parce que je pense que je suis devenue le TripAdvisor des guérisseurs de Bali. Et honnêtement, je n'échangerais ça pour rien au monde. Il y a eu des expériences qui étaient absolument... toutes ont été aussi incroyables les unes que les autres. On va commencer par la première. En janvier, j'ai rencontré un grand prêtre balinais qui a fait mon astrologie balinaise et qui a lu dans mes paumes de main. Et après, j'ai eu une cérémonie de purification. Cette rencontre absolument incroyable, où il m'a dit plein de choses sur moi. Et qu'est-ce qu'il m'a raconté déjà? Bon, vous pouvez revoir toutes les vidéos. J'ai mis les réels sur Instagram. Mais bon, voilà, il m'en a dit un peu plus sur mon astrologie balinaise. Et ensuite, il a lu dans mes paumes de main. Et donc, il m'a prédit des choses certaines que moi, dont j'avais déjà intuition, d'autres non. C'était hyper intéressant. Honnêtement, je vous conseille de le faire. Après moi j'adore tout ce qui est tarot. Et en fait le truc c'est qu'aussi à ce moment-là, quand je suis arrivée à Bali, j'avais besoin de savoir l'avenir parce qu'en fait ça m'apportait de la sécurité. Et j'avais énormément peur de lâcher prise. J'avais besoin d'avoir un peu ce contrôle de l'avenir et le fait qu'on me dise mon avenir, ce qui allait se passer, qui est un avenir plutôt brillant et heureux, évidemment, ça fait du bien et ça rassure. Donc voilà. Ensuite, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré une médium expérience complètement what the fuck. Alors cette expérience, je pense que c'est vraiment une des expériences les plus cheloues que j'ai vécues de ma vie. Donc j'ai rencontré une médium qui je voulais juste à la base parler avec ma grand-mère et en fait je pensais que la médium allait utiliser la clairvoyance ou la clairaudience pour me passer les messages de ma grand-mère. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pareil, vous pouvez retrouver sur Instagram, je raconte toute l'histoire. En fait, ma grand-mère s'est incorporée, enfin d'ailleurs c'était pas ma grand-mère, s'est incorporée dans le corps de la médium. Et donc j'ai parlé à mon ancêtre, donc qui n'était pas ma grand-mère. En fait, pendant un temps, j'ai pensé que c'était ma grand-tante. Quand je vous raconte dans les vidéos sur Instagram, je pense que c'est ma grand-tante. Et quelques temps plus tard, je me suis demandé si en fait c'était pas mon grand-père maternel que je n'ai jamais rencontré. Parce qu'en fait, j'avais toujours un doute sur le fait que c'était ma grand-tante. Enfin bref. Du coup, je suis encore à ce jour pas exactement sûre de à qui j'ai parlé, mais en tout cas, c'était une expérience hyper... la médium, elle s'est mise à pleurer, c'était intense quoi. On s'est fait un câlin, on s'est pris dans les bras. En fait, c'était comme si vraiment je parlais à quelqu'un de ma famille, en tout cas quelqu'un qui me connaît. Moi, je suis pas encore vraiment sûre de qui est là. Quelqu'un qui me connaît, quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me porte dans son cœur. Et en fait, juste à ce moment-là, c'était ça dont j'avais besoin. Donc, c'était vraiment très émouvant, très fort. Émotionnellement parlant. Et puis en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Donc moi, j'étais complètement qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi. Et donc, la médium a aussi, par la suite, lu dans mes paumes de main. Elle a confirmé ce que le grand prêtre avait dit. Ça m'a retourné pendant plusieurs jours, pas parce que, évidemment, quand tu vis des expériences comme ça, il y a énormément d'énergie qui passe. Et puis j'ai communiqué finalement avec l'au-delà, donc pendant 2-3 jours j'étais vraiment j'étais hyper émotive quoi, ça m'a retourné. J'ai beaucoup introspecté par la suite de tout ça. Enfin voilà, c'était juste une expérience très intense. Quelques semaines plus tard encore, la meuf n'a pas arrêté. J'ai fait un rituel de guérison qui s'appelle Tridesna. C'est un truc que j'avais trouvé sur TikTok, le truc hyper instagrammable où en fait on te balance de l'eau sur la tête et tu cries. Comment je le décris, c'est hyper spirituel, j'adore. Donc j'ai fait ça et honnêtement, j'avais peur que ce soit pas aussi bien que ça en avait l'air. Et en fait, c'est, je pense, le rituel de tous ceux que j'ai fait que j'ai préféré.
Vraiment, il a été absolument incroyable. Donc je vous raconte en fait ce rituel. On commence par une lecture de tarot, donc elle tire quelques cartes. Et il se trouve que à ce moment-là, j'attendais que elle me confirme la même chose que le grand prêtre et que la médium, à savoir que le grand prêtre et la médium m'ont tous les deux dit que mon ex allait revenir. Très mauvaise idée, parce que bien sûr moi je me suis accrochée à cette idée, sachant que c'était aussi mon intuition initiale. Mais il se trouve que la dame qui m'a tiré les cartes m'a dit que non, la personne qui était pour moi, je ne l'avais pas encore rencontrée. Et j'avoue que ce jour-là, heureusement qu'elle ne m'a pas confirmé la chose, parce que en fait j'avais vraiment besoin de lâcher prise, de laisser cette histoire, de tourner la page et d'avancer en fait. Je pouvais plus m'accrocher au passé et garder un pied dans le passé, et donc le fait qu'elle me dise ça, ça a été absolument parfait, sachant que cette cérémonie est clairement là pour le lâcher prise et pour laisser le passé dans le passé. Donc ensuite, après le tirage de tarot, je vais pour aller faire mon petit on me jette de l'eau et des fleurs et je crie. En fait, ça c'est le fait de crier, ça va permettre d'ouvrir tous les chakras, notamment le chakra du cœur. Et donc en fait là l'idée c'est de commencer à pleurer comme un bébé et de sortir toutes les émotions de merde quoi. Et donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et ce que j'ai adoré en fait avec cette cérémonie, c'est que quand tu pleures, t'as des femmes partout qui sont là, qui te prennent dans leurs bras et qui te font des câlins, mais des câlins qui viennent du cœur. Tu te sens en sécurité, t'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu pleures, tu peux juste pleurer et tu lâches et tu sors les émotions. Et en fait, j'avais juste besoin de ça, qu'on me prenne dans mes bras et qu'on me dise ça va aller, tu vois. Et là, rien que de repenser à ce moment, déjà j'ai des frissons et en plus j'ai encore envie de pleurer parce qu'en fait c'était un moment qui était juste trop beau quoi. Ensuite, il y a toute la cérémonie de bénédiction avec Elena qui est la guérisseuse, enfin la prêtresse, je sais pas trop comment on dit ça. Et donc elle, pareil, elle a une énergie tellement posée, apaisante. Je me suis remise à pleurer plusieurs fois pendant la bénédiction. À chaque fois, elle me prenait dans ses bras. Enfin, c'était absolument incroyable et j'ai pu relâcher des émotions et des choses qui étaient bloquées et coincées et voilà. Et ça m'a fait vraiment du bien. Pendant plusieurs jours encore après, j'ai mis du temps un peu à m'en remettre et j'ai pleuré encore quelques jours, j'ai relâché quelques trucs, j'ai beaucoup écrit et tout. Ça m'a fait vraiment du bien. Pour le coup, à ce moment-là, j'ai pu vraiment avancer, mettre le passé dans le passé et vraiment évoluer. Donc cette cérémonie, pour le coup, c'est pas du tout un truc qu'on nous vend sur Instagram. Vraiment, je le recommande de ouf. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je suis partie au Vietnam. Avant de partir au Vietnam, j'étais hyper connectée. Je recevais des signes et des synchronicités tout le temps. J'écrivais sur mon journal intime, j'avais des papillons qui volaient autour de moi. C'était Pocahontas le truc. Je vous jure, genre il y a des moments où moi j'étais là, genre je me disais mais c'était trop bizarre. Et j'écrivais, j'avais les papillons qui me volaient au-dessus de la tête et j'avais des frissons, des trucs. Enfin, j'étais en genre de transe. Enfin, c'était trop bizarre. J'étais hyper connectée. J'avais vraiment l'impression d'avoir un enfin, voilà, je vivais dans mon troisième monde, quoi. Et j'étais trop bien. Ensuite, je suis partie au Vietnam. J'avoue que le Vietnam, ça m'a un peu cassé mes énergies. En fait, les énergies sont tellement fortes à Bali que quand tu vas après ailleurs, je pense c'est un peu une gueule de bois énergétique. T'es là en mode genre, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis en plus, enfin, énormément de bruit, des klaxons tout le temps, des voitures. Enfin, j'ai pas trouvé les Vietnamiens très agréables. Donc du coup, j'étais vraiment dans une toute autre ambiance et ça m'a j'étais un peu dans le creux de la vague. Ça n'a duré 10 jours. Je suis rentrée à Bali et là, pleine lune et premier breathwork avec Koam et avec Siam. Et alors là, pareil. Là, on part sur 3 semaines de un breathwork par semaine. Donc là, on part sur des déblocages et un nettoyage énergétique et traumatique et émotionnel hyper profond. Donc premier breathwork, pareil. Enfin, de toute façon, vous avez vu encore une fois les vidéos. Mon corps qui se met à trembler, je crie, je pleure. Enfin,
truc de dingue. Mais après le breathwork, juste j'ai beaucoup dormi, j'ai beaucoup écrit, mais pas spécialement de larmes quoi. Genre vraiment ça m'a fait du bien, j'ai senti que j'étais plus légère quoi. Ensuite, je suis partie à Lombok, vraiment meilleure partie de mon séjour, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, j'étais quand même assez seule. Même quand j'ai fait mon volontariat dans l'orphelinat, j'étais quand même assez seule. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais très bonne expérience. Mais bon, voilà. Enfin, c'était pas ce volontariat. En fait, le truc, c'est que on n'avait pas vraiment la possibilité d'aider autant qu'on aurait voulu. Il y avait énormément de contrôle au niveau des enfants. On n'avait pas le droit de les porter, on n'avait pas le droit de leur faire des câlins. En fait, ils gardaient énormément de distance entre les enfants et les volontaires. Donc du coup, j'étais là, j'aidais, mais j'ai pas eu la possibilité vraiment de connecter d'un point de vue émotionnel et donc voilà, c'était à la fois un peu frustrant et donc du coup c'est aussi pour ça que je pense que cette expérience elle est pas hyper marquante dans mon voyage, mais ça m'a aussi laissé l'espace pour guérir à d'autres niveaux donc c'est ok. Bref, j'en reviens à Lombok, la meilleure partie de mon séjour. Je suis restée combien de temps à Lombok? Je suis restée bien 2-3 semaines. 2-3 semaines et je suis restée 2 semaines, un peu plus de 2 semaines au Surf and Yoga Retreat de Lombok, où j'ai rencontré les personnes qui ont été les plus chères à mon cœur pendant ce séjour, à savoir Charlotte, que vous avez vu dans le dernier épisode du podcast, avec qui j'ai fait du coup un second breathwork qui s'est pareil hyper bien passé. On a relâché des traumas, tout ça. Vous pouvez écouter le dernier épisode du podcast. Et j'ai également rencontré Célia, qui était la prof de yoga volontaire de la retraite. Et en fait, on était dans la même chambre et elle est aussi française, donc évidemment, on a hyper connecté. On continue de s'écrire, je pense presque tous les jours. J'ai dit au début de ce voyage, quand je me sentais un peu seule, que je savais que on me mettrait sur la route des bonnes personnes au bon moment, et ça a été complètement le cas. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais à Surf and Yoga Retreat, parce que j'y étais allée aussi il y a 2 ans quand j'étais à Bali, mais à Canggu, j'avais rencontré des gens, enfin voilà, pareil, hyper chers à mon cœur, qui sont encore dans ma vie à l'heure actuelle, dont Lena, que j'ai aussi vue à Lombok parce qu'elle était là pendant quelques jours, donc on s'est aussi vus, on est allé surfer ensemble, donc aussi cette période est vraiment cool parce que j'étais avec des gens avec qui je me sentais super bien. J'étais dans un environnement à la fois calme, mais en même temps, on faisait du yoga, on faisait du surf, donc je pouvais aussi être dans mon corps, être dans le présent et être moins dans ma tête, parce que finalement, il y a les papillons, machin, les synchronicités, les poils qui s'hérissent et tout, c'est bien. Mais le truc, c'est que quand on est trop dans les airs, il faut revenir un peu dans la terre. Et à ce moment-là, j'étais trop dans les airs. Et donc le fait d'être à Lombok et d'être dans tout ce setting, ça m'a permis de m'ancrer dans le sol, de revenir sur terre, et ça m'a fait énormément de bien d'être entourée avec des gens qui m'ont vu, qui m'ont entendu, qui m'ont choisi, qui m'ont pas jugé pour toutes les trucs loufoques que je faisais, parce que quand j'étais à Lombok, je tirais les cartes mais presque tous les jours. J'adore, mais bon, ça y est, je tire les cartes tous les jours. À chaque fois que je voyais un papillon, une sauterelle, une grenouille, une araignée, truc, j'étais là en mode genre, ah regarde. Bref, il pouvait très bien me juger, me prendre pour une folle. Ça n'a jamais été le cas. Au contraire, maintenant, quand Célia voit des coccinelles ou des papillons, ou l'autre jour elle a vu une menthe religieuse, elle me envoie un petit message pour me le dire, et maintenant elle sait que chaque animal a une signification. D'ailleurs, petite histoire, cette nuit, je me suis fait réveiller par une chouette à 3 heures du matin. Je dors avec des boules caisses, hein, donc déjà, pourquoi ? La chouette, donc j'entends un bruit, donc je retire mes boules caisses, je me mets en mode genre, je me rendors à moitié, je rentends un bruit, je fais putain c'est bizarre et tout, et je me dis mais est-ce que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer quoi? Et là j'entends vraiment un bruit en mode vénère, et je me dis mais putain quelqu'un est en train d'essayer de rentrer dans ma chambre quoi. Et donc là j'allume la lumière, je regarde par la fenêtre et je vois un truc bouger, et je pensais que c'était un singe, parce que il y a des singes partout ici, mais non en fait je vois les ailes qui font comme ça, je fais putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Une chouette à 3 heures du matin, donc là, elle me voit, elle redescend de la fenêtre,
Donc maintenant que je l'ai vue, elle se calme, elle arrête de foutre le bordel. Je suis vulgaire aujourd'hui, pardon. Et donc elle reste là, elle me fixe pendant, franchement, elle est restée là genre 15 minutes. Une chouette. Bref, donc il paraît que la chouette est un messager entre le visible et l'invisible, et quand elle est envoyée particulièrement à 3 heures du matin, c'est vraiment un signe de l'univers. Bon, ensuite, j'ai d'autres histoires avec les chouettes, mais on va pas les ramener ici, c'est pas le sujet. Donc bon, voilà, j'étais à 3 heures du matin avec la chouette en train de me dire, mais il y a vraiment des trucs chelous qui se passent. J'essaye de moins m'attacher aux signes et aux synchronicités que il y a quelques mois. Je suis un peu plus dans l'ancrage. J'essaye de trouver un juste milieu entre être en l'air et être dans le sol. En ce moment, ça va à peu près. Bon, malgré tout, je suis quand même en train de jouer des bols tibétains toute la journée et bon. Mais j'ai arrêté de tirer les cartes. Je fais une petite pause. J'essaye de vraiment, voilà, être dans le moment présent. J'ai les réponses à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin des cartes. Voilà qui je suis aujourd'hui. Bilan après 4 mois. Je suis complètement cinglée. Et je suis une sorcière qui reçoit des messages de chouette. Peut-être que j'ai été acceptée à l'école des sorcières. Enfin, ça, j'ai pas reçu la lettre. Il n'y avait pas de lettre sur la chouette. Voilou. C'était une chouette dame blanche, selon ChatGPT. Hyper flippant. Donc j'ai complètement digressé. J'étais à Lombok. Pardon. Ce podcast, c'est vraiment de pire en pire. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, je go with the flow. Du coup, Lombok, j'ai fait un breathwork du coup avec Charlotte, pareil, vous pouvez écouter tout ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Et j'ai fait un dernier breathwork avec une autre personne que je recommanderais pas spécialement, donc je vais pas vraiment vous le partager. Ce breathwork, il a été assez traumatisant parce qu'en fait, pareil, comme je suis assez connectée, etc. Je lâche prise aussi facilement parce que je connais le breathwork et donc mon corps se met à trembler, machin et tout. Et en fait, à un moment, je le raconte dans le dernier épisode sur le breathwork justement, elle met ses mains, en fait, j'étais comme ça, elle met ses mains à l'extérieur des genoux, elle me dit pousse vers l'extérieur. Et là, je pousse vers l'extérieur, sauf que j'étais en train de trembler des hanches. Je pousse vers l'extérieur et là, je me mets à crier, mais un cri de douleur, de peur, des trucs qui sont ressortis. Et en fait, ouais, les trucs qui sont ressortis de ça, c'était assez moche. C'était des trucs assez traumatisants de mon enfance que j'étais peut-être pas prête encore à libérer, à voir. Bon, peut-être que j'étais prête et c'est pour ça que c'est sorti, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, du coup, ce qui est sorti derrière, c'était assez compliqué. D'ailleurs, c'était encore une pleine lune. Donc, du coup, encore les énergies très fortes. Pendant 3 jours, je suis partie dans la jungle. J'ai fait que chialer. C'était une période sympa. Ensuite, je suis retournée à la retraite de surf and yoga quelques jours. Ça m'a fait hyper du bien. Et pour terminer ce séjour à Lombok, j'ai fait l'ascension du Mont Rinjani. Et alors là, le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. À la base, je devais partir 3 jours, faire l'ascension et faire encore un jour après. Le premier jour, déjà, on est arrivé à 2500 mètres au base camp. J'ai envoyé un message le soir au mec et je lui ai dit, en fait, je vais pas continuer demain. Je vais faire le sommet, je vais donner tout ce que j'ai sur le sommet. Mais par contre, après, je rentre, je redescends. Je peux pas encore faire un jour, c'est pas possible. Et le sommet, je suis arrivée au sommet en pleurant, quoi. Et en fait, en descendant, j'avais tellement mal aux pieds. En fait, j'ai un ongle de pied, là, mon petit ongle de pied, il est bleu à cause de ça. Parce que, genre, il y avait trop de poids. En plus, il y a le sac à dos et tout. Enfin, bref. Ascension à 3700 mètres d'altitude, ça a été une super métaphore de la vie. Et je m'en rappelle encore aujourd'hui, je me dis, voilà, petit pas par petit pas, t'arrives au sommet, mais une fois que t'es au sommet, t'y restes pas, tu redescends, tranquille, et t'es content de ce que t'as atteint. Et en fait, voilà, j'essaye aussi de voir cette expérience comme la vie. Aujourd'hui, je suis pas encore au sommet, mais petit pas par petit pas, j'y arrive. Parfois, je recule de 2 pas, parfois j'avance de 3. Et je m'approche doucement mais sûrement du sommet. Plus les jours passent et plus je vois la lumière au bout du tunnel et mieux je me sens. Je veux dire, je pars quand même de loin. Quand je suis arrivée ici à Bali, j'étais vraiment au fond du seau, quoi. Et voilà, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus les mois passent, et mieux je me sens. Et là, on arrive à la fin de mon séjour à Bali et je me sens vraiment alignée, je me sens entière.
Et je suis hyper heureuse de tout ce que j'ai vécu ici. Donc voilà, mais attendez, ce n'est pas fini. On n'a pas fini avec Bali. Ensuite, j'ai passé 2 semaines à Uluwatu. J'avoue que c'était pas les 2 meilleures semaines de ma vie. J'étais encore voilà face à mes démons, face à ma darkness. Bon, après, j'allais beaucoup à la plage, ça m'a fait pas mal de bien. J'ai fait de la pole dance. Je me suis reconnectée à mon corps, à ma féminité. Ça m'a fait énormément de bien. Pour le coup, j'en avais vraiment besoin. Et ça a été une étape importante. Et pour terminer, juste avant de revenir ici à Ubud pour ma formation de Yin Yoga et Sound Healing, j'ai rencontré une chamane qui s'appelle Mathilde. Et en fait, ça m'a fait vraiment énormément de bien parce que j'ai pu avoir des réponses et surtout j'ai pu exprimer des choses que je peux pas nécessairement exprimer à n'importe qui parce que j'ai parfois l'impression d'être folle. Même parfois quand je parle à ma psy et que je lui dis je reçois des signes de l'univers ou je tire les cartes et c'est comme ça que je prends mes décisions, elle me prend pour une folle quoi. Donc voilà, forcément le fait de pouvoir être libre dans ce que je disais et d'avoir quelqu'un en face de moi qui me comprend et qui met des mots en fait sur ce que je ressens, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc en fait à ce moment-là, je lui ai parlé du fait que je ressentais, bon déjà que j'avais l'impression d'être connectée avec l'univers, qui m'envoyait des signes, que je parlais aux papillons et compagnie, que j'avais souvent des frissons quand je pensais à certains trucs. Je lui ai raconté l'histoire de quand j'écrivais dans mon journal qu'il y avait tous les papillons qui me tournaient autour, enfin ce genre d'expérience, certaines synchronicités un peu fortes que j'ai reçues. Et en fait surtout je lui ai parlé aussi du fait que je ressentais, et ça je vous en parle du coup dans le dernier épisode, je lui ai parlé de mon lien d'âme en fait avec mon ex et le fait que parfois je me réveillais au milieu de la nuit et que je ressentais en fait ce qu'il ressentait quoi, et que pour moi c'était hyper pesant et que je savais pas si vraiment je ressentais ce qu'il ressentait ou si c'était juste moi qui étais complètement timbrée et dans le déni quoi. Je lui ai aussi raconté que parfois quand j'étais au resto ou dans des endroits où il y avait du monde, il y avait une personne et une table à côté ou un couple ou un truc comme ça et en fait je ressentais l'énergie de cette personne ou l'énergie entre ces personnes-là quoi. Et du coup elle m'a permis de mettre des mots en fait sur tout ça, et donc il se trouve que je suis clairsentiente. J'assume pas encore. Donc il y a des gens qui sont clairvoyants, donc ça veut dire qu'ils voient des choses, il y a des gens qui sont clairaudients, ça veut dire qu'ils entendent des choses, ils entendent des voix. Moi je suis clairsentiente, donc c'est-à-dire que je ressens les choses, donc je peux ressentir ce qu'une personne ressent. S'il y a un lien très fort, par exemple, avec des gens de ma famille, quand je suis avec des gens de ma famille, en fait, je ressens leurs énergies très fort. Donc si c'est des mauvaises énergies, ça peut vraiment m'affecter et c'est très difficile pour moi de séparer en fait ce que je ressens, ce que les autres ressentent. Quand je suis dans des endroits où il y a énormément de gens, ça peut m'oppresser quoi, parce qu'en fait si c'est pas des bonnes énergies, en fait je ressens toutes les énergies quoi, et donc ça peut m'affecter énormément. Et donc là l'idée c'est de vraiment apprendre, et en fait donc cette chamane elle a pu me donner des petits exercices pour apprendre à me recentrer sur moi et justement à me couper des énergies autour de moi, parce que oui ça peut être un cadeau, ça peut être sympa de ressentir, moi je lui ai dit c'est marrant en même temps, c'est cool d'avoir ce genre de gift d'habilité, mais sauf que en fait à la longue c'est vraiment pas un cadeau. La réalité c'est que quand il y a des mauvaises énergies autour de moi, je les ressens et je les absorbe. Enfin voilà, le fait de ressentir les énergies de mon ex pendant des mois et de me réveiller au milieu de la nuit avec une boule au ventre ou un poids dans le cœur, franchement c'était pas agréable du tout. Donc en fait elle m'a donné des exercices pour justement pouvoir couper avec ces énergies et vraiment uniquement me reconcentrer sur moi et sur mon énergie. Qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce que je ressens, et voilà comment travailler avec tout ça. Et après je lui ai aussi dit que je pensais que j'avais du magnétisme et que je pensais pouvoir soigner les gens avec mes mains, et donc voilà, elle m'a pas pris pour une folle. Si vous me prenez pour une folle, écoutez, c'est pas grave. Je sais pas encore le faire, mais du coup, depuis, j'essaye de me soigner moi-même, de faire des... Parfois, là, je suis dans mes cours de yin et en fait, on est en shavasana et je suis là en train de faire des trucs comme ça. Bref, elle a un petit pet au casque, la meuf. Mais bon, voilà, je suis vraiment devenue une sorcière
En tout cas, je suis une sorcière en devenir. J'apprends à être une vraie sorcière. Donc, écoutez, hein, peut-être que bientôt je donnerai des soins énergétiques. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire des petits tests. Mon énergie est pure et authentique. Je reprends cet épisode en cours de route parce que quand je l'ai tourné, c'était il y a un peu plus d'une semaine et je pars de Bali demain. Et en une semaine, il s'est passé plein de choses que je me dois de partager avec vous. Et on est dans un nouvel endroit qui n'est pas tant un nouvel endroit que ça parce que c'est ici que j'ai tourné le premier épisode du podcast à Bali. Et c'est ici que je le termine. Donc je trouve que c'est aussi une belle façon de clore ce chapitre. Donc allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai été dans ma formation de Yin Yoga et Sound Healing et c'était pas seulement du Yin Yoga et du Sound Healing, enfin et des bols tibétains. Moi je pensais que ce serait que ça. En fait, on a eu l'occasion de tester à la fois plein d'instruments, donc du handpan, il y a un mec qui est venu avec son didgeridoo, beaucoup de bols de cristaux et on nous a aussi poussé à expérimenter avec la voix. Et donc ça, j'y reviendrai juste après parce que ça a été une révélation pour moi. Mais avant ça, on a aussi eu pas mal des cérémonies de cacao, etc. Et en fait, le week-end dernier, on nous a proposé de participer à un Temazcal. Alors, je pars au Costa Rica. Je finirai d'ailleurs sûrement mon voyage peut-être au Mexique, qui sait. Le pays du Temazcal. Là-bas, le Temazcal, c'est un rituel beaucoup plus commun. C'est né là-bas. Et moi, je choisis de faire mon premier Temazcal à Bali. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas je m'attendais pas à un truc aussi intense. Vraiment pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à Bali pour faire le Temazcal parce qu'il faut qu'il y ait la petite maison là, le petit four. J'appelle ça un four, ça ressemble vraiment à un four à pizza le truc. Et donc nouvelle lune, Temazcal en plus, enfin c'était vraiment pour moi mais la purge. Un Temazcal en fait, donc on rentre dans ce petit four et on sue en gros pendant 2-3 heures. Je vais vous raconter en détail. Mais du coup, avant même d'y aller, je savais que pour moi ce serait la purge parce que nouvelle lune, suer et en plus j'avais mes règles. Genre le truc c'était le combo total. D'ailleurs quand on a ses règles à la nouvelle lune, ça veut dire qu'on est une sorcière blanche et on est une guérisseuse. Voilà. Donc je suis une sorcière blanche. Ça plus la chouette qui s'est présentée à ma fenêtre, je pense que c'est indéniable. Là, plus personne ne peut dire que je ne suis pas une sorcière. Je suis une sorcière, clairement. Bref. Et donc on arrive et juste avant de rentrer dans le Temazcali, je sais pas comment ça s'appelle. Le Temazcal, c'est la cérémonie de rentrer dans le petit four. Donc déjà ils font chauffer les roches. Donc c'est des roches volcaniques. Du volcan du Mont Batour d'ailleurs, qui est un volcan juste ici sur l'île de Bali. Donc ils font chauffer les roches et avant de rentrer donc dans ce petit four, on fait un genre de connexion avec les esprits, les dieux, etc. Enfin, qui on veut prier quoi. Donc on se tourne d'abord vers l'est, qui est là où le soleil se lève, puis vers l'ouest, puis vers le nord et le sud, et vers le centre du cercle. Et à chaque fois, voilà, on lève les bras au ciel, on envoie nos énergies, on fait sonner les tambours, les trucs de musiciens un peu chamaniques. Voilà, on fait des petits cris genre wouh, on adore. Et ensuite, on nous donne un peu de tabac qu'on va jeter dans le feu pour y poser en fait notre intention. Donc juste avant de rentrer dans le petit four, je sais pas comment ça s'appelle, il va falloir que je cherche. On pose notre intention sur le tabac, on le jette dans le feu et ensuite en fait on doit se mettre à quatre pattes et faut dire un truc genre sur les ancêtres, genre demander la protection de ses ancêtres ou demander à ses ancêtres de venir, un truc comme ça. Et ensuite on rentre dans le four à quatre pattes. En fait une fois qu'on est dans le four, on est à 25 assis comme ça, collés serrés. C'est un peu comme si on était dans l'utérus de notre mère parce qu'en fait le rituel du Temazcal c'est clairement un rituel de mort et de renaissance. À chaque fois, il va y avoir 4 cycles et à chaque cycle, en fait, on meurt et on renaît.
Et en fait, quand on sort de là, c'est comme si on avait vraiment une renaissance full, et donc on sort de l'utérus de notre mère. Donc en fait, on se retrouve tous dans le petit four, collés serrés, entre frères et sœurs. Et il y a 4 rounds qui vont être dédiés à chaque élément: l'eau, la terre, le feu et l'air. Premier cycle, on fait rentrer 13 roches volcaniques. À chaque roche, on fait une prière. Qui veut peut faire la prière qu'il a envie à haute voix. Et donc ensuite, une fois qu'on a les 13 pierres, on invoque la fermeture de la porte. Puerta. Et donc là, il ferme la porte, et là, on se retrouve dans le noir total. Il commence à mettre de l'eau en fait sur les pierres pour que du coup ça chauffe. Et donc là, tu sens vraiment la chaleur. En plus, t'entends le bruit vraiment de l'eau qui est un peu en ébullition. Et puis, il commence à jouer des tambours, machin et tout. Et donc là, tu commences à être un peu en transe. Les gens poussent des cris. Et vraiment, en plus, le fait d'être dans le noir et tout, ça intensifie énormément les sensations et tout ça. Et puis, plus la chaleur, quoi. C'est assez intense. Et donc, on fait ça 4 fois. À chaque fois, on fait rentrer 13 pierres de plus. À la fin, il y a 52 pierres. J'avoue que sur le 4e round, je me suis demandé vraiment si j'allais tenir. Heureusement, il y a plein de gens qui sont sortis parce que pour eux c'était trop, et donc du coup le dernier round j'ai pu le faire allongé par terre, et donc forcément quand on est allongé par terre, le sol est beaucoup moins chaud puisque l'air monte. Donc j'ai fait mes 4 rounds de mon Temazcal, et je suis ressortie fraîche comme un gardon. J'avais perdu 55 litres d'eau, j'étais purifiée de l'intérieur comme de l'extérieur, et je vous avoue que c'était assez intense, mais c'était vraiment hyper intéressant. Et ouais, j'ai hâte de pouvoir expérimenter ça en Amérique latine pour le coup, où là ce sera je pense encore le next level. J'avoue que ne sachant pas à quoi m'attendre et ne sachant pas si j'allais pouvoir tenir à la fois physiquement et mentalement, j'ai pas complètement lâché prise parce que je savais pas trop comment mon corps allait réagir, quoi. En fait, j'avais peur d'avoir des lol, sorcière. J'avais peur d'avoir des visions ou d'avoir des trucs un peu chelous de ce genre à m'arriver, et je savais pas trop comment aborder ça. Donc du coup, j'ai été énormément dans le contrôle, je n'ai pas eu de vision. Et voilà, mais par contre, c'était vraiment une super cérémonie. J'ai aussi rencontré des gens très cool là-bas. Et la deuxième chose que je voulais aborder avec vous, et donc j'en parlais juste avant, puisque tout ce que je dis est complètement décousu et complètement dans le désordre, mais c'est pas grave. Vous m'aimez quand même, j'espère. C'est l'utilisation de ma voix. Et donc dans la formation, alors on a eu un kirtan. Donc un kirtan, c'est on chante en fait tous ensemble des mantras et tout, et c'est hyper puissant. En plus, il y a les instruments, enfin voilà, ça monte doucement en intensité, donc j'ai vraiment adoré. Et surtout, en fait, on a eu 2 femmes qui sont venues. Elles jouent des bols en cristaux, mais elles utilisent aussi leur voix pour accompagner leur cérémonie. Du coup, on a eu un atelier de voice activation, donc activation de la voix. Et il faut savoir que quand j'étais plus jeune, quand j'étais jusqu'à mes 11 ans, je voulais être chanteuse. Je chantais tout le temps. C'était clairement mon médicament, et je pense que ça m'a sauvée de beaucoup de choses. Et en fait, un jour, j'ai chanté devant ma classe, ils m'ont dit que j'étais nulle, et du coup, j'ai arrêté de chanter. Voilà. Et donc en fait, cet atelier m'a permis de reconnecter avec cette partie de moi. Et en fait, je me suis sentie tellement bien. J'adore chanter. J'adore utiliser ma voix, et je pense que aussi j'avais mon chakra de la gorge qui était un peu bloqué. Et puis d'ailleurs, le fait que j'ai commencé ce podcast, c'est pas un hasard, hein. Je chantais quand j'étais petite, mais j'enregistrais aussi des émissions de radio. Et pour moi, en fait, je pense que utiliser ma voix, c'est majeur, parce que étant petite, je ne pouvais pas utiliser ma voix. Je pouvais pas exprimer mes émotions, je pouvais pas exprimer mes besoins, parce que c'était pas safe pour moi. À la fois, on m'offrait pas l'espace émotionnel, et parfois c'était même pas safe physiquement. C'est que utiliser ma voix, exprimer mes besoins et mes ressentis pouvait me mettre en danger physique. Donc pour moi, l'utilisation de ma voix, c'est quelque chose de extrêmement important. Et en fait, donc il y a eu cet atelier, et le soir même, j'ai fait un rêve où en fait je descendais dans les profondeurs de mon inconscient. Et je pense que à travers cet atelier, à travers l'expression de ma voix, j'ai libéré quelque chose de très profond en moi. J'ai reconnecté avec mon enfant intérieur, et ça m'a énormément soignée. Et je conseille à qui que ce soit vraiment de faire ça, de se reconnecter à sa voix, même si vous chantez mal. Franchement, j'ai envie de te dire, on s'en fout. C'est pas le sujet. Du coup, j'ai rencontré Julia, qui est
un peu perchée comme moi. Et donc elle joue les bols en cristal, elle fait aussi du handpan et donc elle chante dans ses cérémonies. Et donc elle propose aussi des coachings one-to-one. Et donc je suis allée la voir il y a 2 jours pour faire un coaching one-to-one qu'on a également lié à une cérémonie de cacao. Elle m'avait proposé de faire le râpé. Donc si vous connaissez pas le râpé, c'est en gros c'est une médecine aussi d'Amérique du Sud, une médecine chamanique que en fait on prend par le nez, donc pas vraiment comme de la cocaïne. En fait apparemment j'ai une copine qui m'a expliqué, c'est avec une pipe et on souffle et ça rentre en fait dans le nez et ça permet de se connecter à son 3e œil et donc d'avoir des visions machin et tout. Et donc à la base, comme j'ai fait le cacao plein de fois, j'étais partie pour faire le râpé, sauf que en fait au dernier moment je me suis dit non c'est bon là ça fait 4 mois que je fais mes cérémonies de guérison, mes trucs de healing. J'étais déjà un peu en surcharge et je suis quand même un peu en surcharge émotionnelle parce que il y a quand même énormément de choses qui se sont passées et j'ai besoin de process tout ça quoi. Et là en fait au dernier moment je me suis dit non ça va être trop. Je suis déjà connectée de toute façon, j'ai pas besoin de ça. Et si je veux faire le râpé, je le ferai en Amérique latine. Donc du coup, on a juste fait cérémonie de cacao et donc au début, on a fait un petit shake, histoire de se remettre les idées en place. Et ensuite, en fait, elle, ce qu'elle invite à faire, c'est à se connecter à la fois, bon, bien sûr, à être ancrée dans ses émotions, dans ses sentiments, et aussi à se connecter avec les sons de la nature, parce que c'est ça, en fait, qui va te permettre de justement exprimer les émotions dans ta voix. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, j'étais assez émotive et elle m'a invitée à justement utiliser ces émotions, à les exprimer au travers de ma voix. Et en fait, ce que j'aime bien avec elle, c'est que c'est pas des chansons genre avec des paroles où on chante des mantras. C'est juste vraiment laisser sa voix se guider. Est-ce que je peux vous faire une démo? Je suis un peu timide. Je suis pas vraiment prête, mais bon, je vous donne un exemple. That felt good. Juste laisser sa voix, en fait, aller où elle a envie d'aller. Et ça peut être des... Voilà. Et donc j'ai fait ça pendant 2 heures et laissez-moi vous dire que ça m'a fait un bien fou. Et je pense incorporer le chant dans mes propres cérémonies. Et en tout cas, juste si vous avez envie d'explorer votre voix, de sortir de votre zone de confort, je pense que c'est un truc super à faire. Et j'avais envie de partager ça avec vous et on va rester là-dessus parce qu'en fait, je pense qu'il va plus se passer grand-chose. Là, je pars demain. Escale à Barcelone pendant 3 jours et samedi, je serai au Costa Rica. Donc cette semaine, elle va être assez intense et pleine d'amour parce que j'avoue que j'ai trop hâte de voir tous mes potes à Barcelone. Mais j'ai aussi hâte d'ouvrir ce nouveau chapitre au Costa Rica et de me connecter à vraiment mon chemin parce que c'est clairement ça, mon chemin et pouvoir m'ancrer et offrir au monde ce que je suis là pour lui offrir sans détour. Donc voilà, j'espère que ce bilan de Bali vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, mais cette fois-ci ce sera au Costa Rica. J'ai hâte. Je vous fais de gros bisous et à très vite. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.